Bien le bonsoir, chers amis. Je vous souhaite la cordiale bienvenue depuis mon atelier laboratoire. Cet endroit où, comme ça, progressivement, peu à peu, on met en place, où nous avons mis, parce qu'il faut dire la réalité, c'est que nous l'avons mise en place. Donc, nous avons mis en place cette oasis. Et cette oasis dans laquelle nous prenons du plaisir à nous recueillir, cette oasis dans laquelle, avec les mots, nous nous exaltons et puis nous trouvons comme cela des moments de plus en plus agréables qui nous permettent de supporter cette existence, cette traversée du désert dans laquelle tous les jours nous sommes confrontés. Voilà, donc je vois quelques brebis là-bas. Ah ben Caroline, je te souhaite la cordiale bienvenue, le bien grand bonsoir. Ben moi je suis déjà installé du côté de l'oasis. C'est vrai que tu ne vois pas les palmiers derrière moi, mais je peux te promettre que dans ma vision des choses, il y a des palmiers derrière moi. Et puis, ben voilà, je disais tout à l'heure que je voyais des brebis comme cela qui se baladaient, qui couraient. Et puis, ben, ça me faisait plaisir de voir comment, avec les petits cabris, qui s'amusaient à brouter lait par-ci par-là, et puis à boire dans ces abreuvoirs qui sont bondés de cette eau de source qui jaillit de la terre. Cette terre qui fut jadis une mer et qui aujourd'hui est une oasis. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, la 6e édition des Poétiques, voilà, donc ce rendez-vous où je me fais un plaisir comme ça, donc d'explorer avec vous différents aspects de ce que je peux appeler mon écriture poétique. Et donc là, ce soir, c'est, on va dire pour moi, c'est comme une sorte de miracle. Hein, voilà, c'est une sorte de miracle. S'il s'agit d'un poème fleuve, je vous dirai tout à l'heure ce que recoupe ce terme de poème fleuve, mais je pense que vous allez soupçonner très rapidement de quoi il s'agit. Donc un poème fleuve qui s'intitule Les Seins de la Menthe. Donc comme cela, juste pour remettre un petit peu comme ça de l'eau à la bouche et puis pour à peu près vous donner aussi une sorte d'idée de l'atmosphère générale qu'il y aura dans ce poème fleuve, ben laissez-moi déjà vous donner, vous lire, vous dire, j'aime même mieux se dire les 2 premières strophes du poème fleuve Les Seins de la Menthe. Maudits soient les seins de la menthe, dont le lait t'a comblé de vanité, et des poisons doux de cette folie douce, qui brûle comme un enfer ton corps sur terre. Elle est partie dans les steppes du nord, par le train du soir, bondée de jeunes gens, le visage appuyé sur la crasse de la fenêtre, ton corps dans ses yeux s'est enfumé peu à peu. Voilà, donc les 2 premières strophes, si vous me permettez comme ça, pour marquer un peu, pour imprégner encore un peu plus vos esprits de ces mots, de cette entame du poème fleuve, Les Seins de la Menthe, je vais encore le redire. Maudits soient les seins de la menthe, dont le lait t'a comblé de vanité, et des poisons doux de cette folie douce, qui brûle comme un enfer ton corps sur terre. Elle est partie dans les steppes du nord, par le train du soir bondé de jeunes gens, le visage appuyé sur la crasse de la fenêtre, ton corps dans ses yeux s'est enfumé peu à peu. Voilà, donc 6e édition des Poétiques, Les Seins de la Menthe. Donc, laissez-moi peut-être déjà comme ça vous donner une sorte de petit aperçu historique parce que je trouve que c'est relativement intéressant de connaître ce qu'il y a comme aperçu historique de ce poème. Donc, c'est une histoire à laquelle moi-même encore j'ai de la peine à y croire. C'est-à-dire donc, étant donc dans mon adolescence, ben, j'écrivais partout, c'est-à-dire qu'à la marge de mes cahiers d'écolier, à la marge des livres auxquels je pouvais avoir accès, j'écrivais tout le temps. Et puis j'avais même des carnets aussi où j'écrivais donc tout ce qui passait. Ça pouvait être une phrase, ça pouvait être un mot, ça pouvait être un nom, ça pouvait être tout. Et donc me voilà en fait,
me suis souvenu comme ça, non, même pas que je me suis souvenu, c'est mon frère en fait, hein, mon petit frère qui me dit, ben écoute, on a retrouvé une malle avec tes affaires dedans. Donc, apparemment, c'est une malle que tu avais mise de côté quand tu partais et il y a tes affaires dedans. Donc, je dis, ok, bon, mais je suis très curieux. Donc, je lui demande de me faire quelques photos. Il retrouve un carnet dans lequel je faisais beaucoup de notes et il me fait des photos de ce carnet et voilà, l'intérêt donc finalement d'aller retrouver cette malle se pose à partir de ce moment-là. Donc, où je me dis, maintenant, il faudrait quand même que j'aille chercher cette malle et que j'essaie de retrouver ces écrits-là. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant que j'avais déjà, je ne sais pas, peut-être perçu à l'époque, ou même juste comme ça, pour une simple raison, comment je veux dire ça, d'histoire personnelle, voilà, d'avoir ces documents à portée de main. Et donc, je retourne une fois au Cameroun, donc j'ouvre la malle et ainsi de suite, je feuillette, je feuillette, je feuillette, et puis donc je tombe sur une de mes annotations qui s'appelait les seins de la menthe. Et donc, à savoir en fait que j'aime bien faire, c'est-à-dire que faire un exercice en fait avec les quatrains, c'est-à-dire les poèmes à quatre vers. Et puis, j'avais fait un petit quatrain que j'avais nommé les seins de la menthe. Voilà. Donc, pour moi, voilà, ça devait juste s'arrêter là. C'était quatre petits vers qui s'arrêtaient là, les seins de la menthe. Donc, c'est notamment le premier vers. Donc, le premier quatrain. Donc, la première strophe que j'ai lue. C'est bien le premier, en fait, que j'ai écrit. Et puis, pour moi, ça devait s'arrêter là. Donc, maudit soient les seins de la menthe dont le lait t'a comblé de vanité et des poisons doux de cette folie douce qui brûle ton corps, qui brûle en enfer, ton corps sur terre. Voilà. Donc ça, j'avais écrit, point, ça s'arrêtait là. Et puis, ben, quand je retourne au Cameroun, je tombe sur la marge d'un ouvrage où je lis les seins de la menthe. Puis, je suis stupéfait. Je dis, mais comment c'est possible que j'avais pu penser à quelque chose comme ça avant et que je repense à ça plus tard, que j'écrive une strophe et que je ne me rende même pas compte que ça faisait partie des choses qui me préoccupait à ce point-là. Et puis, ben, en continuant comme ça dans l'exploration, donc dans le cahier d'un retour au pays natal aussi, je ne sais pas pourquoi, j'avais fait une petite note, les seins de la menthe, poème, fleuve, 50 pages, donc où à 4 et où je me donnais donc comme ça ce défi de faire un poème en 50 pages et voilà, c'est donc ce que finalement, quand je suis rentré en Suisse, j'ai décidé de faire. Donc, j'ai décidé de réaliser en fait ce rêve. Voilà, je ne sais pas, tu vas appeler ça un rêve, mais ce projet qui était né, je ne sais pas à quel moment précisément, et qu'il a fallu que je réalise. Donc, quand je suis rentré, ben, j'ai repris donc finalement cette première strophe et puis je me suis dit bon voilà quelle peut être la suite en fait de cette histoire, quelle peut être la suite de cette histoire et puis donc progressivement donc il y a eu une histoire, on peut dire une histoire d'amour, c'est-à-dire que une histoire en fait d'un amour impossible précisément, c'est une histoire d'un amour impossible, c'est-à-dire entre deux personnes qui vivent un amour ensemble et qui à un moment sont dépassées par le destin qui les pousse, qui les oblige à se séparer. Et donc nous en fait donc le poème commence à un moment où l'amoureux, on va dire ça comme ça, est à la gare et il regarde donc le train qui emmène comme ça son amoureuse qui a décidé de partir vers les steppes du Nord. Donc c'est bien, la gare ici, c'est la gare de Yaoundé, hein, c'est la gare de Yaoundé au Cameroun, c'est la gare à laquelle j'ai pensé. Et le train qui va vers les steppes du Nord, c'est le train qui va en Ngaoundéré. Donc il y a comme ça une ligne du Trans-Camerounais qui amène à travers la forêt jusqu'à la steppe, dans la steppe de Ngaoundéré, les passagers. Et donc c'est comme ça que le poème donc débute là et où on va assister progressivement donc on va dire ça comme ça, à la déchéance de cet amoureux qui par exemple va se livrer à l'alcool, va se livrer à toute une vie de débauche juste comme ça en espérant trouver dans ces artifices-là quelques remèdes contre cette douleur. Et aussi, il se rend compte, eh ben salut cher ami Protagoras tchèque, ben, je te souhaite la cordiale bienvenue dans cette oasis. Nous, on a déjà commencé à boire le lait de brebis, donc j'espère que tu pourras trouver une brebis que tu vas traire tout seul, hein, parce que ici nous on traite tout seul les brebis. Et puis ben il y a plein de calebasses comme ça qui traînent à travers les parcelles. Tu en prendras une et puis ben voilà, tu te désaltéreras. Un grand amoureux, ben écoute, si on peut dire ça comme ça. Amoureux de quoi alors finalement? Amoureux de quoi? Oui, parce que bon, ok, grand amoureux, mais amoureux de quoi? Mais je te laisse préciser, hein, Caroline. Donc,
Laissez-moi encore comme ça vous lire quatre strophes. Hein. Donc après vous avoir donné ce petit aperçu de, de l'histoire, hein, si je peux dire comme ça, de l'histoire de ce poème Fleuve, les saints de la mort. Peut-être avant juste de faire la lecture. Donc voilà, donc le poème Fleuve, c'est justement, c'est juste par sa longueur, parce que je n'ai pas eu envie de faire juste un seul poème. Et ça, je dois dire que c'est un peu l'influence aussi du cahier d'un retour au pays natal, hein, parce que euh, euh, je pense que ça devait être en lisant, hein. En tout cas c'est l'interprétation que j'ai eue par la suite. Je pense que ça devrait être en lisant le cahier d'un retour au pays natal que je me suis dit, ah ben il faudrait que ce ne soit pas juste un poème qui tienne en une page, mais que ce soit un livre de poésie, c'est-à-dire que ce soit tout un livre, donc de manière à ce que en imprimé, ça fasse à peu près, je sais pas, 100 pages, voilà, hein, donc 50, 100 ou 80, quelque chose comme ça, mais que ce soit véritablement un livre qu'on puisse tenir du début à la fin, avec une histoire comme ça qui se déroule, mais qui est prise comme ça, on va dire, qui est écrite sous l'angle totalement poétique. Et aussi, bon, on peut perdre, hein, parce que je veux dire, il y a certains moments où comment dire ça, la narration elle-même se perd dans les pensées, dans les idées, dans les images, dans l'état d'esprit, dans l'état d'âme de l'amoureux déchu. Voilà, donc qui peuvent aussi amener au-delà même de la simple, comment je dis ça, au-delà de la simple narration qui peut amener vers une sorte de voyage vers un univers mental ou bien vers la découverte de l'univers mental d'un personnage. Voilà. Donc, je vais lire quelques autres strophes, notamment en fait quatre strophes donc, qui expliquent en fait les raisons pour lesquelles l'amoureuse donc a décidé de le quitter. Hein. Elle a décidé de partir donc vers ces steppes du nord. On ne sait pas ce qu'elle va chercher là-bas, mais elle a décidé de partir. Donc, on va essayer dans les quatre strophes qui nous disent ces raisons-là. Elle devait partir avant que le destin s'accomplisse. La survie en milieu hostile est plus importante que l'amour. Et le cœur, cet organe d'argile, d'un jet peut être pétri, pour peu qu'on lui donne sa ration d'eau et de cendre. Elle ne partait donc pas vers le lointain pour te fuir, mais pour fuir la calamité qui pesait sur ta tête. Foudre, vent et gaz sulfuriques qui marchaient lest à tes côtés, dans leur couleur vive et chatoyante. Tu étais là, sur le quai de la gare, rasé par la bruine, les yeux regardaient le monde de derrière un voile, de larmes aussi, chaudes les larmes, larmes rondes, qui descendaient à tes pieds, impossible à lever. Ta pensée, d'abord brouillée dans les gris, s'était éclaircie, sur les seins fermes et recourbés comme des mangues de la menthe, des mangues que la nuit dernière encore, allongées sur le côté, tu jugeais d'une caresse du doigt. Si vous me permettez, je vais encore juste reprendre comme ça pour bien fixer les mots dans nos esprits avant d'éventuellement entamer une sorte de petit commentaire de ces quatre strophes. Alors, elle devait partir avant que le destin s'accomplisse. La survie en milieu hostile est plus importante que l'amour. Et le cœur, cet organe d'argile, d'un jet peut être pétri, pour peu qu'on lui donne sa ration d'eau et de cendre. Elle ne partait donc pas vers le lointain pour te fuir, mais pour fuir la calamité qui pesait sur ta tête, foudre, vent et gaz sulfurique qui marchaient lest à tes côtés, dans leur couleur vive et chatoyante. Tu étais là, sur le quai de la gare, rasé par la bruine, les yeux regardaient le monde de derrière un voile, de larmes aussi, chaudes les larmes, larmes rondes, qui descendaient à tes pieds, impossible à lever. Ta pensée, d'abord brouillée dans les gris, s'était éclaircie, sur les seins fermes et recourbés comme des mangues de la menthe,
Des mangues que la nuit dernière encore, allongées sur le côté, tu jugeais d'une caresse du doigt. Voilà. Donc, comme ça, cette scène, elle est un peu surprenante. Hein. Elle est édifiante, à mon avis. Donc, la veille, hein, donc, ce qu'on comprend, donc, la veille au soir, donc, l'amant et puis l'amante, on va dire ça comme ça, le couple est dans un lit et où ils partagent, donc, comme ça, des moments d'échange, de caresses et puis ainsi de suite. Et c'est dans ce moment d'échange, en fait, que on ne sait pour quelle raison, elle a une illumination, elle a une sorte d'éclair. Et où elle comprend, en fait, donc, cette amante-là, qu'il est temps pour elle de partir. Et en fait, il lui a dit ça comme ça à l'amant, que elle devait partir avant que le destin s'accomplisse. La survie en milieu hostile est plus importante que l'amour. Donc, il y a comme ça une idée de renonciation. C'est-à-dire que oui, nous nous aimons, oui, nous partageons, nous vivons des choses intenses, toi et moi, mais je sens que ton destin va nous détruire. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose comme ça, je ne sais pas, de très fort, où il y a une sorte de malédiction ou une sorte de prédestination comme ça qui frappe un individu et que quelqu'un qui est confronté ou qui partage l'intimité de cet individu se rend compte que si je reste avec cette personne, je serai détruite. Et voilà en fait la raison simple pour laquelle c'est juste une intuition que l'amante a et à partir de cette intuition, elle décide de mettre un terme à cette relation. En gros, on peut toujours aussi se poser les questions. Hein. On peut se poser les questions. C'est-à-dire qu'est-ce que finalement, moi-même, j'ai été confronté à ce genre de situation? Est-ce que c'est lié à des situations totalement personnelles? Et puis ainsi de suite. Moi, je dis non. C'est pas du tout lié à des situations personnelles. C'est-à-dire que là, je suis simplement dans un terrain, on va dire, hein, un terrain que j'ai voulu explorer. C'est-à-dire que le terrain que j'ai voulu explorer, c'est en fait celui où, c'est-à-dire de me demander en fait, jusqu'où est-ce que on est en mesure de rompre une relation, c'est-à-dire que voilà, jusqu'à quel point on est en mesure de rompre, oui, donc de rompre une relation, même quand on continue à garder des sentiments pour la personne avec qui on est. Et il m'a semblé comme cela très judicieux d'explorer en fait la piste de la prédestination. C'est-à-dire que la piste en fait de la vision. C'est-à-dire que on peut par exemple regarder les choses simplement. C'est-à-dire qu'une rupture par exemple amoureuse, elle peut se produire sur la base des faits. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont clairs et nets et qui amènent l'un des partenaires ou l'autre à rompre. C'est-à-dire que là, en fait, il y a finalement, on peut dire, la rupture devient une sorte d'acte judiciaire. C'est-à-dire que la justice, la rupture règle, en fait, le contentieux qui a été créé par un des partenaires à un certain moment. Donc là, c'est relativement simple et c'est juste même. C'est-à-dire qu'une décision de rompre qui intervient dans un contexte pareil est compréhensible. Mais ce qui m'intéressait, c'était le caractère injuste. C'est-à-dire que c'est en fait le caractère de quelqu'un qui subit quelque chose tout en sachant que c'est injuste. C'est-à-dire c'est le côté injuste en fait que je voulais garder. C'est parce qu'il faut quand même aussi noter que il peut même arriver que du côté de celui qui va rompre, par exemple, qui va prendre la décision de rompre, la décision de rompre soit juste. C'est-à-dire que je prends une décision de rompre, elle est juste parce que moi, dans une analyse que j'ai faite, dans les faits que j'ai observés, c'est juste. Mais je voulais me retourner plutôt du côté de celui qui va subir la relation de rompre. C'est-à-dire que celui qui va la subir, donc celui qui sera quitté, comment est-ce que celui qui sera quitté, lui, il estime, donc est-ce que lui va estimer que la décision de le quitter a été juste? Voilà. Et pour en fait rendre encore les choses beaucoup plus complexes, c'est-à-dire que pour ne saisir finalement que le sentiment de l'injustice qu'il y a dans le fait d'être quitté, j'ai voulu enlever en fait dans la décision de l'amante de le quitter tout élément qui aurait pu le mettre en cause.
Parce que forcément, si je le mettais en cause, le caractère injuste qu'il aurait pu éventuellement ressentir aurait été directement contrebalancé par on va dire ça, une compréhension simple de la décision de la femme. Je pense que nous tous, nous aurions été d'accord que si je peux, moi, on a un ami, s'il vient nous raconter, ben voilà, il est totalement, c'est injuste, j'ai été plaqué, et puis ainsi de suite. Si on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, puis il dit, ben j'ai fait ça et ça et ça, on comprendrait à partir de là pourquoi est-ce qu'il y aurait ces décisions. Donc, pour contrebalancer, en fait, cet effet-là, il m'a semblé très judicieux d'enlever tout ce qui pourrait être comme conséquence d'une action particulière que l'amant aurait posée à un moment particulier. Et comme cela, pour continuer, donc pour rester dans dans la lecture, j'aimerais vous amener au moment où, c'est-à-dire à ce qui se passe dans l'esprit de la femme. Donc, on sait très bien, ils sont dans cette chambre, ils passent des moments d'échanges sensuels et puis ainsi de suite. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe clairement? C'est-à-dire, comment est-ce que la bascule se fait? À quel moment est-ce que elle décide finalement, il est temps pour moi de partir, il faut y aller. Donc, c'est cela qu'on va explorer et je vais vous proposer la lecture de quelques strophes pour voir à quel moment est-ce qu'elle décide finalement de partir. Voilà, donc je vais prendre ça. Voilà. La prémonition qui étouffait ta respiration depuis des mois était montée en flèche des confins de ta mémoire, faisant éclore dans tes nerfs les bourgeons de la peur dont le fétiche n'était autre que la menthe. En fait, tu la voyais debout sur le plancher des eaux calmes d'un lac étalé en croissant de lune au milieu de la ville basse, le visage miroitant le scintillement aveuglant de la lumière, et soudain s'élever sans effort dans les airs, puis disparaître. Voilà. Donc là, en fait, je me suis un petit peu trompé. Là, il s'agit plutôt de la prémonition que l'amant a enfin, comment dire ça, de l'imminence, d'une décision. Donc, en fait, oui, de l'imminence d'une décision douloureuse. Donc, il a comme une prémonition où il sent qu'il y aura quelque chose qui va se passer, mais ce n'est pas à ce moment-là que l'amante, voilà, donc ce n'est pas à ce moment-là que l'amante, elle prend la décision. Donc, c'est plutôt à ce moment-ci que l'amante prend la décision de le quitter. Donc, d'abord, elle avait senti l'impulsion naître dans son téton. D'abord, elle avait senti l'impulsion naître dans son téton et descendre en fourmillement le long de sa cuisse, redressant en porc épique son duvet généreux, avant de terminer sa chevauchée au seuil du pied. Pieds nus, pieds transis, qui soudain se frottaient à l'autre, pour avoir du répit, pour soulager les veines. Alors le courant passa à l'autre jambe, lui remonta la cuisse pour se loger dans son triangle. Comme la peau tendue et chaude d'un tam-tam battait à mesure que les flots léchaient sa surface, et le bassin à la courbure parfaite de remuer à 180 degrés du pivot de plaisir. Voilà. Donc, c'est véritablement, c'est une sorte de ressenti physique. C'est une sorte de ressenti physique. C'est-à-dire que cela n'est pas du tout passé par de la réflexion. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'une intuition, l'amant. Donc, elle n'a qu'une intuition que le destin de mon partenaire va m'amener vers ma perte. Donc, elle n'a qu'une intuition. Mais à partir de son intuition, elle, comment dire ça, donc, voilà, donc à partir de son intuition, il y a, comment je peux dire, une sorte de matérialisation de l'intuition dans son corps. C'est-à-dire qu'elle se met à ressentir, en fait,
on peut dire, de sortes de perturbations dans son corps. C'est-à-dire que normalement, quand deux personnes qui s'aiment, qui s'apprécient sont ensemble, il y a toujours ce qu'on peut dire la communication des corps. Hein. C'est-à-dire que les corps communiquent, les corps échangent plein d'informations entre eux, voilà, qui ne sont même pas du tout perçues par ceux qui sont en train de vivre la situation. Et ces échanges, plus ils, comment dire ça, plus ils réconfortent, plus ils réjouissent donc les personnes, et mieux au niveau de leur corps, ils se sentent à l'aise et ils ont envie de continuer les échanges. Donc, c'est-à-dire que le corps en lui-même aussi est un acteur, on va dire, hein, dans les échanges. Parce que tout, en fait, finalement, va transiter par le corps. C'est-à-dire que le corps, en fait, sera celui qui va recevoir. C'est vraiment celui qui reçoit et puis c'est aussi celui qui donne. Et donc là, il y a comme cela quelque chose qui est surprenant et qui se produit donc au niveau de la menthe, c'est que subitement, alors que, hein, si on le note très bien, donc, il s'amusait avec son doigt sur son sein, voilà, qui avait une forme de mangue, donc la menthe s'amusait avec le doigt sur le sein. À ce moment-là, donc, de son téton, il y a la répulsion qui part. Donc, sur une caresse, en fait, finalement, de l'amant, il y a une réaction physique de rejet qui part. Donc, qui part de ce téton, qui la traverse jusqu'à arriver au pied, qui passe sur l'autre pied, qui remonte dans son cerveau. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle comprend qu'il est temps pour elle de partir. Voilà. Et donc, l'amante comprend qu'il est temps pour elle de partir et elle explique, hein, donc elle explique tout ça à l'amant, et qui, lui aussi, finalement, il est convaincu de cette prédestination-là. Hein. On ne sait même pas, en fait, sur quoi elle repose, cette prédestination. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il se dit forcément qu'il est prédestiné à ne pas pouvoir, par exemple, réaliser une sorte de bonheur amoureux. Donc, il accepte, en fait, hein, cette décision-là, on va dire, hein, de l'amante, et il va l'accompagner à la gare donc, pour qu'elle puisse prendre ce train et puis qu'elle s'en aille finalement. Voilà. Donc, il accepte ça totalement. Et pour, comme cela, suivre un peu ce qui se passe, on va, par exemple, je vais peut-être vous lire quelques strophes sur comment est-ce que l'amant vit le départ de l'amante. Donc, comment est-ce qu'il vit? C'est-à-dire que donc il voit ce train comme ça qui est en train de partir, qui part vers les steppes du Nord, et il se met subitement à pleuvoir. Voilà. Donc, on est à Yaoundé. Yaoundé, c'est une ville aussi, c'est un peu comme Douala, un peu moins. Donc, c'est une ville où il y a beaucoup de collines. Donc, il y a des collines avec un microclimat. Et donc, la gare, en fait, se situe dans une zone de plaine. Et il se met subitement à pleuvoir. Et puis, ben voilà, le train file et puis il se met subitement à pleuvoir. Donc, je vous lis comme ça quelques strophes donc, qui nous disent un peu le ressenti de l'amant au moment où le train s'en va. Tes jambes étaient lourdes. Tu te sentais vidé de ta sève, comme ancré profondément dans la latérite, à tel point que même bouger un cil t'était impossible. On aurait dit une statue à taille humaine, sur quoi les oiseaux par beau temps, ou entre deux voltiges, ou pour une halte, s'arrêtaient pour reprendre leur souffle. Ta pensée était perdue dans des territoires sans nom, dont tu ignorais même l'existence. Loin là-bas, que tu pouvais te regarder de loin, petit point noir dans l'ocre du jour. Voilà. Donc une nouvelle lecture encore donc de ce ressenti de l'amant. Tes jambes étaient lourdes, tu te sentais vidé de ta sève, comme ancré profondément dans la latérite, à tel point que même bouger un cil t'était impossible. On aurait dit une statue à taille humaine, sur quoi les oiseaux, par beau temps, ou entre deux voltiges, ou pour une halte, s'arrêtaient pour reprendre leur souffle. Ta pensée était perdue dans des territoires sans nom, dont tu ignorais même l'existence, loin là-bas, que tu pouvais te regarder de loin,
petit point noir dans l'ocre du jour. Donc voilà, il y a une sorte de stupéfaction. Voilà. C'est-à-dire que l'amant, il a bien accepté cette séparation, cette rupture, pour les raisons liées à son destin. Donc on ne sait même pas quel est véritablement ce destin-là qui devrait l'empêcher. Eh bien, salut, Monsieur William, et je te souhaite la cordiale bienvenue dans cette oasis. Et je te dis déjà que il y a des brebis qui se baladent là-bas dans la cour. Il y a aussi des chamelles. Donc, saisis-toi d'une calebasse comme ça. Va traire une chamelle ou bien une brebis en fonction du lait que tu aimerais boire. Et puis, tu viens t'asseoir à l'ombre d'un palmier avec une poignée de dattes entre tes mains. Et puis, je te souhaite une belle écoute. Voilà. Donc, il a une réaction vraiment, on peut dire, de stupéfaction. C'est-à-dire que sa réaction, elle est, on va dire, diffusée dans le temps. C'est-à-dire, on se serait par exemple attendu à ce que ce soit au moment où elle lui annonce « Je vais te quitter, je veux partir parce que ton destin, c'est un destin malheureux et que moi, je n'ai pas envie de vivre un amour malheureux. Donc, il faut que je parte, il faut que je me libère de toi. » Donc, on se serait attendu à ce que ce soit au moment où elle le dise à l'amant, qu'il soit dans la stupéfaction, parce qu'ils disent, mais comment c'est possible? On est, hier encore, il n'y a même pas 15 minutes, on était bien l'un avec l'autre, mais pourquoi? Comment est-ce que c'est possible que tu puisses penser à ça? Non, il l'a accepté sur le moment, et c'est au moment de et c'est à la gare, c'est quand il voit en fait qu'elle est en train de partir. Hein, vous voyez, c'est vraiment un peu une réaction très surprenante. Hein, c'est-à-dire qu'on accepte souvent certaines réalité comme cela, on accepte souvent certains événements et c'est quand on voit la chose partir qu'on se dit mais c'est en train de partir, c'est fini, c'est terminé. Et c'est un peu cette réaction-là qu'il a. Donc je sais pas, j'ai comme ça un exemple, hein, mais c'est un peu macabre que j'ai comme ça en tête là immédiatement. C'est un peu comme quand on perd par exemple quelqu'un. Hein. Quand on perd en fait quelqu'un, donc on accepte bien sûr l'idée que la personne soit décédée et puis on essaie de vivre avec. Mais je pense quand même que c'est au moment où on voit la personne aller sous terre qu'on se rend véritablement compte que c'est fini, que rien ne sera plus possible. Voilà, figé comme momifié. Ben voilà, c'est justement ça. Il est vraiment statifié, quoi. Et c'est au moment où il réalise, en fait, que c'est fini, hein, c'est terminé, là. Elle est partie. Le train est en train de tourner, hein, en train de prendre le virage qui le conduit dans la forêt. Et puis par la suite, ils entreront dans les steppes du Nord. Oui, c'est à ce moment-là qu'il comprend que c'est fini et il est statifié, il est momifié. Donc, il a vraiment comme ça, on peut dire, c'est un peu ce genre de réaction, hein, qu'on peut dire différée du corps, hein, où le corps en fait va vivre quelque chose après finalement que le premier choc se soit produit. C'est vraiment très surprenant. C'est une réaction qui m'a, on va dire, toujours surprise, hein, dans la manière dont le corps a réagi par rapport à, on va dire, peut-être certaines douleurs ou bien certains affects. C'est en fait que la réaction, souvent, elle est différée. Elle ne se produit jamais au moment où le choc en lui-même, hein, se produit. Et donc, c'est aussi ce qui arrive donc comme ça à l'amant, où il le vit totalement de manière différée et où il est statifié, il est momifié un peu, hein, comme dit Caroline. Et puis aussi, il y a comme ça, même par sa pensée, c'est-à-dire en fait qu'il se retrouve même par sa pensée dans des territoires. Donc, comme on le dit très bien, ta pensée était perdue dans des territoires sans nom, dont tu ignorais même l'existence. Voilà, donc quel pouvait être bien ce territoire sans nom dont il aurait l'existence? En tout cas, il se retrouve même par sa pensée à être totalement perdu. Donc il y a comme ça une idée où je perds finalement quelqu'un qui m'était cher, quelqu'un avec qui j'avais un lien très fort et où je ne me retrouve même plus moi-même. C'est-à-dire que très surprenant. Je perds quelqu'un et je ne me retrouve plus moi-même. Hein. La perte de quelqu'un finalement me modifie moi-même, c'est-à-dire que me change moi-même et me donne à moi-même le sentiment que même au niveau de mes pensées, je me mets à penser à des choses auxquelles je n'avais même jamais pensé, auxquelles je ne pensais même pas qu'elles pouvaient exister. Donc il y a ces surprises comme ça qui nous tombent dessus au moment où, on va dire, le malheur ou bien une douleur finalement
prend tout son côté concret ou bien son côté définitif. Voilà, que je voulais mettre comme cela en lumière. Donc, je vais peut-être encore revenir dessus parce qu'il me semble quand même que la manière dont la manière dont le corps même aussi de l'amant vit le départ de l'amante est très intéressant pour comprendre la suite du poème. Donc, Caroline dit, c'est un peu comme perdre une partie de soi-même. Oui, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi. Il doit aussi avoir cet aspect de perdre comme une partie de soi-même. C'est-à-dire, euh, il y a eu, bien sûr, il y a une relation qui était mise en place. Et on doit quand même aussi avouer que quand il y a une relation, la relation est toujours constitutive de ce que nous sommes. Hein, parce que quelque part aussi, nous sommes ce que nous sommes par le regard de ceux avec qui nous échangeons, ceux avec qui nous partageons. Donc forcément, dans la perte d'une personne avec qui on échangeait, dans la perte d'une personne avec qui on partageait une grande intimité, oui, en effet, il y a ce sentiment-là comme ça, qu'il y a quelque chose qui nous est arraché, quelque chose, on est dépossédé, peut-être même que ça peut être d'une partie de soi, ou alors de la place peut-être que l'autre avait auprès de nous. C'est plutôt peut-être, voilà, j'aimerais bien ouvrir peut-être vers cela. C'est-à-dire que de dire que dans une relation comme ça, il y a aussi, oui, je suis transformé par une relation, mais il y a aussi, comment je peux dire ça, un côté, il y a aussi ma personnalité que je mets un petit peu en retrait pour laisser la place à l'autre. Pas si vous arrivez un peu, en fait, si tu arrives peut-être Caroline comme ça, voir ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est vraiment juste une chose. Quand on dit par exemple, on met de l'eau dans son vin, c'est un peu cela qu'on a envie de dire. C'est-à-dire qu'on a en fait, je pense qu'au niveau de la sagesse populaire, il y a peut-être cette idée-là qui est déjà bien saisie, qui est en fait de dire que quand je suis en relation avec d'autres personnes, pour que finalement tout le monde puisse trouver sa place dans cette relation, il faut mettre de l'eau dans son vin. Donc moi, en termes de corps, je traduis ça en fait en disant, ben, ça veut dire que moi, si j'ai par exemple une personnalité très colérique, par exemple, ben, il faudrait que je sois un peu moins colérique et que je laisse entrer en fait d'autres choses qui appartiennent à l'autre en moi. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être ce mouvement-là, c'est-à-dire que pour finalement être bien avec quelqu'un avec qui on est en relation, on est obligé de laisser une part, en fait, de réduire un peu une partie de soi et de laisser entrer quelque chose de l'autre en soi. Et que quand il y a dans cette rupture définitive, là, comme ça, ce constat, en fait, que ben voilà, c'est fini, je pense qu'il y a une sorte d'évaporation qui peut en effet créer une sorte de vide. Parce que quelque part aussi, d'accepter, d'intégrer quelqu'un d'autre en soi, donc une autre personnalité en soi, ne peut pas nous laisser indemnes. Hein. On est aussi forcément transformé par cela. Oui, donc je confirme très bien, et puis je suis d'accord avec toi qu'il y a une sorte de perte comme cela de soi, mais qui est pas juste la perte de soi pour soi, mais qui est la perte de soi par rapport à ce que soi-même, soi était devenu dans la relation avec l'autre. Donc, je vais comme ça encore relire les strophes qui nous racontent ce qui se passe, enfin, comment dire ça, la manière dont l'amant vit, comment dire ça, le corps hein, de l'amant vit la rupture dès le moment où il constate qu'elle est définitive. Donc, c'est ceci. Tes jambes étaient lourdes, tu te sentais vidé de ta sève, comme ancré profondément dans la latérite, à tel point que même bouger un cil t'était impossible. On aurait dit une statue à taille humaine, sur quoi les oiseaux par beau temps, ou entre deux voltiges, ou pour une halte, s'arrêtaient pour reprendre leur souffle. Ta pensée était perdue dans des territoires sans nom, dont tu ignorais même l'existence, loin là-bas, que tu pouvais te regarder de loin, petit point noir dans l'ocre du jour. Voilà. Donc, peut-être juste de faire encore un petit aperçu de ce petit point noir dans l'ocre du jour. Donc, cette idée-là, finalement,
et qui surgit souvent dans les périodes de grand malheur. C'est-à-dire, c'est vraiment cette idée que ma vie ne vaut rien, que je suis rien du tout. C'est-à-dire qu'on se rend en fait compte souvent dans ces moments de grande douleur de euh, la petitesse finalement de nos existences et on se retrouve, c'est qu'on se trouve finalement petit. C'est-à-dire qu'il n'y a que le malheur qui peut nous susciter ce genre d'impression. Ou alors peut-être quand on se retrouve, je sais pas, quand on se retrouve devant, par exemple, en pleine mer, voilà. Quand on se retrouve, il y a vraiment, soit on est dans une période de malheur et où on se rend compte que oui, nos vies sont très petites, elles sont très fragiles, donc on est comme des fourmis à peu près hein, dans cette immensité de l'univers, soit alors qu'on se retrouve en pleine mer par exemple, et où on a aussi ces sentiments-là, ou bien je sais pas moi, j'ai eu par exemple ce sentiment-là en me retrouvant euh, devant le Grand Canyon par exemple, donc le Grand Canyon aux États-Unis, et je m'étais assis sur une pierre et puis je regardais le Grand Canyon, il y avait un calme hallucinant. Et étant assis là et regardant tout cela, j'ai vraiment eu ce sentiment que, mais en fait, je suis rien du tout, quoi. Parce que quand je levais la tête, puis je baissais, je me disais, mais je suis rien, quoi. Devant cette immensité au-dessus de ma tête et sous mes pieds, mais je suis finalement rien. Ma vie, je suis comme une fourmi. Donc j'ai l'impression que s'il y a que soit un malheur, en fait, hein, qui peut nous permettre de comprendre que nos vies sont rien du tout, que nous vivons une fragilité, hein, que nos vies sont d'une fragilité, mais alors insoupçonnable. Il n'y a que le malheur qui nous permet de percevoir ça. Soit alors, c'est quand on est confronté à des événements ou alors à des... Comment dire ça? Ah oui, comme dans un désert, par exemple. Voilà. Donc, je pense que si vous sortez de l'oasis, là, maintenant, hein, puis vous allez vous balader, hein, vous prenez une chamelle, vous l'attelez, puis vous allez vous balader dans le désert, je pense qu'au bout de quelques pas, quand une dune comme ça va cacher l'oasis, vous allez aussi vous rendre compte que ah, ben, votre vie elle est d'une fragilité, mais alors énorme. Et c'est un peu ce sentiment-là aussi que l'amant il vit au moment où il réalise donc que son histoire elle est totalement terminée avec l'amante. Voilà. Donc si vous me permettez encore comme ça, je vais donc juste poursuivre avec la lecture de quelques extraits, donc de quelques autres extraits. Donc, comme ça, pour faire aussi le fil, hein, pour que la lecture ne vous paraisse un petit peu compréhensible. Donc, il faut dire que donc l'amant, en fait, il reste, et là, c'est encore un autre souvenir. Peut-être il faut juste que je raconte ici cet autre souvenir. C'est-à-dire que pourquoi même peut-être cette histoire, elle se déroule à Yaoundé, je pense que c'est peut-être par là que vous allez peut-être bien la comprendre. Et pourquoi est-ce que je la mets à la gare? Parce que c'est aussi très important. Donc, je me retrouvais, donc j'avais un oncle, on veut dire un grand-père, hein, que j'aimais beaucoup parce que euh, sa fille, en fait, sa fille aînée, qui est aujourd'hui décédée, c'est en fait elle qui me fait découvrir le jazz. Hein? Donc c'est elle qui me fait découvrir le jazz. Donc elle était rentrée elle avait fait ses études en France, puis elle était rentrée au Cameroun, elle s'était installée et euh, elle avait ramené donc avec elle tous ses CD de jazz et ainsi de suite. Et donc j'avais été tellement fasciné hein, par ce qu'elle m'avait fait découvrir hein, que elle a eu la bonne idée de m'acheter des cassettes vierge pour que je fasse des enregistrements. Et après, le jour de mon départ, elle m'a offert comment dire ça, un lecteur cassette, hein, lecteur, vous voyez, les cassettes avec bande là. Hein. Donc elle m'a offert donc un lecteur cassette où je pouvais écouter les enregistrements donc, de jazz que j'avais fait. Et donc je passais donc les vacances chez elle. Hein, donc elle était dans la maison familiale. Hein. Donc je passais les vacances là-bas et pendant ces vacances, voilà ce qui s'est produit. C'est qu'un jour, j'étais au niveau du portail. Je ne sais pas ce que j'allais faire au niveau du portail. Et puis, donc c'était tôt le matin. Puis, je suis tombé sur un couple d'amoureux. C'est-à-dire que ils étaient dans, c'était une montée, on va dire une montée, et puis ben, il y avait plusieurs portails à gauche, à droite, jusqu'au bout, avec un portail aussi tout au fond. Donc il y avait une montée comme ça, on va dire à peu près sur 300 mètres. Et qu'est-ce qu'en fait, et puis sur quoi en fait je suis tombé donc un matin, je ne sais pas ce qui m'avait amené dehors, sur un couple en fait qui s'embrassait.
Et donc, je devais avoir 13 ans, j'étais tellement émoustillé par cela que je suis allé me mettre dans un emplacement où je pouvais les observer. Et ce qui est hallucinant, c'est que ce couple, il s'est embrassé, je vous le dis très bien. En tout cas, au moment où je les ai vus, on devait être à peu près vers les 10 heures. Ils sont restés là, je pense, jusqu'à 19 heures, à s'embrasser, 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 s'embrasser. Toutes les voitures qui passaient les regardaient, les observaient, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je lui dis, c'était du jamais vu. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Et je pense que même encore jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et je pense que, à mon avis, c'est pour ça. Parce que cette maison donc où j'allais passer les vacances, ben, elle était juste à, on va dire, moins d'1 kilomètre de la gare. Hein. C'est-à-dire que quand on se mettait sur le balcon, on pouvait apercevoir la gare en contrebas. Le soir, on entendait les trains qui montaient, qui descendaient. Donc, je pense que c'est vraiment cette histoire d'amour là. Hein. C'était cette histoire. Donc, oui, c'est deux personnes qui s'embrassaient comme ça, mais pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'était hallucinant. Je n'avais jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'histoire, mais moi, jamais. Donc, c'était époustouflant. Pour moi, c'était du jamais vu. Et je pense que c'est en arrière-fond. Bon, ça m'est venu après, hein, parce que après, forcément, en me posant des questions aussi sur ben, pourquoi est-ce que je le mets dans une gare, pourquoi est-ce que je le regarde, je me suis rendu compte que oui, en fait, j'avais été beaucoup imprégné par voilà cette vision-là de ce couple qui s'embrassait pendant des heures et des heures et des heures. Et puis, ben, quand les voitures passaient, parce que c'était quand même un environnement, on va dire, de personnes relativement aisées. Et donc, quand ces personnes-là ben, rentraient à midi pour manger à la maison dans leur voiture, vous voyez ces gens s'embrasser, ben, c'était juste à mourir de rire. Voilà. Et je vais dire que pour moi, on peut appeler ça un acte révolutionnaire, hein, parce que je n'ai plus jamais vu dans ce pays Cameroun, donc dans ce pays du Cameroun, des gens s'embrasser comme ça. C'est-à-dire que il faut savoir qu'au Cameroun, les gens, par exemple, quand ils s'embrassent, ils se cachent. Hein, on se cache pour s'embrasser. C'est qu'on s'embrasse la nuit. On s'embrasse pas en plein jour. Et là, il y avait deux personnes comme ça qui posaient une sorte d'acte révolutionnaire devant des personnes voilà, quoi, de la bourgeoisie locale et qui décidaient de manger la vie au vu et au su de tout le monde. Voilà, ça m'a marqué. Et je pense que cette histoire, en fait, là, des saints de la menthe, vient de là. Donc, je suis arrivé à ce constat par la suite en me relisant et puis en essayant un peu de comprendre d'où est-ce que tout cela pouvait venir. Voilà. Donc, après ce petit aparté, j'espère qu'il vous a extraordinaire. Hein? Ben écoute, merci, je vais te liker tout ça. Voilà, je te remercie bien, Caroline. Donc après ce petit aparté comme ça, voilà, j'espère qu'il vous a beaucoup, qu'il vous a plu et puis qu'il vous a peut-être aussi permis d'avoir encore un autre arrière-fond. Hein, donc pour un peu aussi comme ça, vous peut-être ça peut aussi peut-être donner une sorte d'aperçu sur le travail poétique qui vraiment est une sorte de sédimentation, c'est-à-dire il y a des sédimentations, il y a des ruptures dans le temps, des retrouvailles et puis des retours et puis ainsi de suite. Donc je vais voilà donc faire encore un petit saut pour suivre, donc pour vous lire quelques strophes. Donc, il faut donc noter que l'amant va rester des heures et des heures à la gare. Donc, sous cette pluie-là. Donc, ces heures et des heures, donc ces heures interminables, hein, c'est-à-dire que les gens même auront marre de l'observer. Donc, il va rester en fait là, sur le quai de la gare. Imaginez un peu un pays comme le Cameroun, un pays tropical. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé dans les pays du Sud, ainsi de suite. C'est-à-dire que les gens sont toujours en mouvement, quoi. Ça bouge, ça parle, ça jase. On n'a pas du tout de crainte d'aller aborder les gens et puis leur poser des questions et puis ainsi de suite. Et puis, ben, imaginez le quai d'une gare, parce que la gare, c'est une zone où on vend beaucoup. Il y a un trafic qui est très important, notamment comme dans cette gare de Yaoundé. Et imaginez donc quelqu'un qui reste sur le quai d'une gare. Hein, et il me semble qu'il y a peut-être juste un seul quai dans cette gare, hein, si je me souviens, mais il y a un seul quai. Donc là, on ne te loupe pas, c'est un quai. Il y a pas de... On peut descendre des deux côtés, mais c'est un seul quai. Donc imaginez un gars qui est debout sur le quai de la gare, il pleut, normalement il faut aller à l'abri, c'est-à-dire qu'il pleut, on va à l'abri, mais lui il est là sur le quai de la gare, il est immobile, il est comme une momie, il est ailleurs dans ses pensées et pendant des heures et des heures et des heures. Imaginez juste ce que la foule, par exemple, autour de lui peut se mettre à penser. Et donc là, vous voyez, ces heures après des heures après, hein, ces heures, hein, nombre d'heures qu'il passe là comme ça dans ce quai, c'est une sorte comment dire, clin d'œil à ces amoureux-là hein, qui s'embrassaient sur sur cette montée pendant des heures et des heures et des heures. Voilà, donc c'était un peu ça l'amoureux. L'idée, on va dire un peu quelque chose, ouais, une sorte d'idée comme ça derrière en tout cas. Et
il y a donc des choses en fait qui se produisent dans son esprit, hein, parce que finalement, ces heures et ces heures et ces heures qu'il va passer dans le quai, ces pensées finalement, qui, dans ces territoires inconnus vers lesquels l'amène sa pensée, c'est en fait vers ces territoires-là qu'une bonne partie du poème va explorer avec lui. Donc on va finalement explorer tout son univers mental et où il va essayer de remonter progressivement à la source vers ce qui a pu être le facteur déclenchant de l'intuition que l'amante a eu et qui l'a poussé à prendre cette décision-là. Donc, je vais comme ça vous lire quelques extraits. Donc, il est là, il pleut, et puis il est comme une momie, puis on est dans on le suit dans ses pensées. Il était allé, ton regard ovale, chercher le calme, des couleurs naturelles qui jaillissent, solitaires, dans les fragments épars de la lumière éparse, des après-midi de vent à faire danser le tango. Aux étendards moribonds des nations vaincues, mais elles avaient perdu les couleurs, l'éclat tourbillonnant qui brûle les yeux, ouvert derrière un voile de fumée grise. Alors tu avais dit à ton corps, dans la stupeur, qu'il te pousse de grandes ailes sur les flancs, et des flotteurs sur les coudes, et des plumes sur ta poitrine, offertes à la sentence du vent. Il était allé, ton regard ovale, chercher le calme des couleurs naturelles qui jaillissent, solitaires, dans les fragments épars de la lumière éparse, des après-midi de vent, à faire danser le tango aux étendards moribonds des nations vaincues. Mais elles avaient perdu les couleurs, l'éclat tourbillonnant qui brûle les yeux, ouvert derrière un voile de fumée grise. Alors tu avais dit à ton corps, dans la stupeur, qu'il te pousse des ailes sur les flancs, et des flotteurs sur les coudes, et des plumes sur ta poitrine offerte à la sentence du vent. Voilà. Donc, on sait, peut-être que voilà, il s'est dit l'amant qu'il me pousse des ailes sur les flancs. Qu'il me pousse des ailes sur les flancs. Pourquoi est-ce qu'il veut que des ailes... pourquoi il veut que il lui pousse des ailes sur les flancs? C'est un moyen, hein, c'est un moyen d'essayer de s'extraire de ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il est dans une stupéfaction totale. Donc, il veut s'extraire. Il a envie d'autre chose. Il veut de l'air. Hein. Donc, voler, par exemple, ça permet de monter, de prendre de l'air, de respirer. Donc, il lui faut trouver un moyen de sortir de là. Il veut sortir. Donc, il veut se faire pousser des... Donc, il se demande à son... Il se dit, il faut qu'il me pousse des ailes. Donc, c'est un peu comme ça une manière symbolique pour lui de chercher, de commencer déjà à chercher à monter, donc de prendre de l'altitude, de s'élever pour que peut-être, comme ça, à partir de cette respiration qu'il pourrait prendre en altitude, qu'il puisse voir peut-être à partir de ce moment-là la réalité de sa vie. Bon, dans la suite du poème, en tout cas, on se rendra compte que ces ailes-là, en fait, qu'il a voulu se faire pousser, ce ne sera pas grâce à elles qu'il va finalement découvrir, comment dire ça, la réalité de ce malheur-là, hein, qui dort en lui et puis qui a poussé la menthe à partir. Mais il va plutôt, donc ça sera plutôt pas un moyen détourné, c'est-à-dire que ça sera après différentes péripéties, notamment dans l'alcool par exemple, dans une sorte de débauche, donc d'abandon total, et c'est au terme en fait de cette péripétie qu'il comprendra. Donc peut-être pour la suite, juste peut-être ça garder peut-être comme ça un petit moment pour
montrer, enfin voilà, pour un peu lire les strophes sur lesquelles il finalement retire ses ailes et euh, les laisse tomber. Voilà, donc il retire ses ailes et puis les jette. Donc aussi à savoir, donc on est sur le quai d'une gare, il pleut, il est mouillé. Et puis, bon, enfin, je sais pas, mais voilà, donc avec la pluie, il essaie de déployer ses ailes, mais ses ailes sont lourdes. Voilà, donc c'est juste en fait ça. C'est-à-dire qu'il essaie de déployer ses ailes, c'est-à-dire de s'extraire, en fait, finalement, de la situation elle-même pour pouvoir mieux la voir, hein, finalement. C'est-à-dire, c'est un peu cette symbolique-là, en fait, des ailes qui permettent de s'élever. Donc, en gros, on s'extrait d'une situation dans laquelle on est en train de vivre pour mieux la voir. Mais avec la pluie, avec finalement, il est encore tellement stupéfait parce que c'est aussi quand même quelque chose qui est peut-être bien à remarquer. Hein. C'est en fait aussi, voilà, c'est en fait que ce n'est pas forcément quand on décide de regarder finalement en face les raisons pour lesquelles un échec s'est produit, par exemple, ce n'est pas en fait à ce moment-là qu'on a forcément les moyens de comprendre ce qui s'est passé. C'est encore comme ça d'autres paradoxes, on va dire, de notre, on va dire, de notre relation avec les événements qui nous affectent négativement. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, j'ai eu un échec à un examen, je suis allé à un examen, j'ai eu un échec, j'ai quand même travaillé comme la pluie, symbole de l'immensité de son chagrin. Écoute, peut-être, hein, peut-être, parce qu'en tout cas, oui, maintenant que tu dis ça, je pense comme ça à Verlaine, hein, il pleure sur, hein, je sais pas, je vais le dire comme ça, mais même si le vers n'est pas correct, hein, il pleut dans mon cœur ou bien il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, quelque chose comme ça. Voilà. C'est possible. C'est possible qu'il y ait aussi cela. Et c'est peut-être possible que cette pluie-là, finalement, aussi matérialise l'immensité de son chagrin, que le chagrin est encore tellement immense qu'il n'est pas encore en mesure de pouvoir s'élever malgré les ailes qui lui sont poussées. Oui, ça peut être ça. Écoute, oui. Pourquoi pas? Je dis qu'à ce niveau-là, je n'ai aucun argument. Écoute, peut-être que tu as vu juste, oui. Je peux, oui, c'est... Ça peut, ça peut avoir tout son sens, en effet. Ça peut avoir tout son sens. Donc, voilà. Donc, je dis donc que quelqu'un, par exemple, qui va à un examen, ben, il s'est préparé, il a bossé, là, il a tout révisé, ses leçons, mais il échoue. Ce n'est quand même, enfin, on est quand même bien d'accord que la plupart du temps, ce n'est pas quand on décide, ok, il faut que je comprenne les raisons pour lesquelles j'ai échoué. C'est pas forcément à ce moment-là qu'on est à même de pouvoir comprendre. C'est-à-dire qu'il y a comme ce sentiment-là que on a besoin de traverser un ensemble d'expériences. On a besoin de vivre une sorte de chemin de croix que notre amant va vivre pour finalement comprendre les choses. Sauf que là, sa situation, elle est encore beaucoup plus pathétique. Hein. Parce que la situation de l'amant, elle est plus pathétique parce qu'en fait, ça ne dépend même pas de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen pour lui de s'amender. Il ne peut pas, par exemple, dire, OK, parce que j'ai constaté, en fait, ces lignes, finalement, qui déterminent mon destin, je vais pouvoir les modifier. Dans son cas, rien n'est modifiable. C'est-à-dire qu'il les connaît, mais il ne peut rien faire. Il les ignorait avant. Maintenant, à la fin, il va les connaître. Et le constat dans lequel, en fait, lui, il va arriver, c'est que je ne peux rien faire d'autre. Je connais ce qui me détermine, je connais ce qui finalement me conduit dans un cycle peut-être de malheur, mais je ne peux rien y faire. Ça me dépasse. Voilà. C'est peut-être un point de vue pessimiste que j'adopte, mais voilà, c'est ce point de vue-là que j'ai adopté. Donc, juste comme ça pour vous lier le passage donc où finalement ses ailes étant tellement lourdes pour lui, donc avec cette pluie qui tombe, hein, et, qui tombe autour de lui, qui tombe en trombe, il décide finalement euh, d'enlever ses ailes et de les jeter au sol, et où il prend finalement, donc à partir de ce moment-là, la décision de d'aller dans la ville, donc d'entrer dans la ville, on dit la ville quand même
qui est le centre-ville. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin bon, non, vous ne connaissez pas. C'est le centre-ville de Yaoundé. En tout cas, à l'époque où j'y allais, il y avait plein d'endroits. Il y avait un bar, hein, par exemple, qui était un bar qui était ouvert 24 sur 24. Donc, où en fait, celui qui voulait ne même pas rentrer chez lui pouvait boire là, dormait, se réveillait, continuait à boire, et puis ainsi de suite. Donc, la ville qui est vraiment le lieu où la débauche est possible, hein, où les excès, et puis où même, on va dire, la tentative de s'anéantir soi-même est possible. Donc, ne pouvant pas à ce moment-là voir sa propre réalité, ne pouvant pas accéder à ce qui détermine, on va dire, son destin, quelque chose comme ça, il s'abandonne. Il dit, allez, maintenant je vais m'abandonner. Cette vie ne m'intéresse plus, je m'abandonne. Allez, je vais vivre, je vais me saouler, je vais chez les prostituées, voilà, je m'abandonne. Et on va donc lire quelques petits extraits comme ça, où il lâche ses ailes. Donc, c'est plutôt... Voilà. Ok. Tes pieds, soudain devenus lestes, se seraient arrachés du quai auréolés de flaques couleur de rouille. Mais tu ne pouvais pas t'envoler du vol de l'aigle pour rattraper les seins de la menthe, loin dans le train, qui filait désormais dans le ventre de la forêt luxuriante, d'un vers qui évoquait en toi un monde parallèle, sur lequel tu n'as jamais voulu jeter une pincée de doute, peut-être par orgueil, l'orgueil de ceux qui nient la peur. Alors, déçu de toute la déception possible, tu avais jeté tes lourdes ailes au sol, tu avais fait un bruit du tonnerre au contact de l'asphalte poussiéreux, mais on avait cru, parce que l'œil avait cru le voir, que le bruit descendait du ciel. Je vais encore relire juste un petit peu. Tes pieds devenus soudain lestes se seraient arrachés du quai, auréolés de flaques couleur de rouille. Mais tu ne pouvais t'envoler du vol de l'aigle pour rattraper les seins de la menthe, loin dans le train, qui filait désormais dans le ventre de la forêt luxuriante, d'un vers qui évoquait pour toi un monde parallèle, sur lequel tu n'avais jamais voulu jeter une pincée de doute, peut-être par orgueil, l'orgueil de ceux qui nient la peur. Alors, déçu de toute la déception possible, tu avais jeté tes lourdes ailes au sol. Elles avaient fait un bruit de tonnerre au contact de l'asphalte poussiéreux. Mais on avait cru, parce que l'œil avait cru le voir, que le bruit descendait du ciel. Voilà. Donc c'est un peu, on va dire, il y a plein d'éléments qui se mélangent là. Bon voilà, c'est aussi ça le travail de la poésie, voilà. Donc on comprend bien donc ces ailes symboliques là, mais quand même voilà. Donc au moment où il jette ses ailes, il y a un tonnerre, hein, et puis ben on dit voilà. Donc je me plais comme ça à dire que le bruit du tonnerre en fait c'est le bruit que ses ailes font quand elles tombent quand elle tombe au sol. Voilà, donc c'est un peu aussi un élément, on va dire, voilà, un peu le genre d'exagération auquel le poète aussi peut, de temps en temps, s'adonner. Voilà. Donc, ce que peut-être je peux dire, encore peut-être au niveau de ce bruit, hein, donc de ce bruit du tonnerre. Hein. C'est-à-dire, on peut quand même regarder dans la symbolique. C'est-à-dire que je disais par exemple tout à l'heure que
euh, c'est en fait au moment où il ne peut pas, en quelque sorte, avoir ce regard, on va dire analytique, ce regard au-dessus, hein, donc le regard d'en haut, sur lui-même, sur les causes de, 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 de ce malheur, en fait, hein, les causes de ce malheur rampant, ou alors les causes de euh, vers, en fait, les causes de ce qui le conduit comme ça inéluctablement vers le malheur. Donc, ne pouvant pas en fait avoir ça, il, à ce moment-là, prend dans ses décisions d'entrer dans, donc de commencer une sorte de vie dissolue, hein, de commencer une vie dissolue et puis de s'abandonner totalement, donc de renoncer en quelque sorte, voilà. Et donc le coup de tonnerre aussi est peut-être peut aussi entrer dans cette symbolique là de euh, la rupture. C'est-à-dire qu'en fait, le coup de tonnerre, c'est vraiment ça tranche. Hein, ça tranche. C'est-à-dire qu'il y a l'avant et puis il y a l'après. Et par exemple, dans la culture, par exemple, Douala, donc dont je suis issu, c'est que le tonnerre, en fait, c'est comment dire ça, il y a un message du tonnerre. Hein. Et que le message n'est pas forcément toujours le même, mais il y a un message du tonnerre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui savent lire le tonnerre. Il y a même des gens, en fait, qui peuvent demander au tonnerre de tonner. C'est-à-dire qu'ils provoquent une pluie, puis ils demandent au tonnerre de tonner, et on va dire ce que ça voulait dire. Voilà. Donc le tonnerre veut dire quelque chose. Et donc là, par exemple, dans le cas échéant, c'est-à-dire que c'est un peu comme si des forces finalement, hein, donc des forces, voilà, des forces peut-être qui pourraient être des forces du destin, ou alors peut-être d'autres pourraient dire que ce sont les forces des ancêtres, et puis donc je sais pas moi quoi, mais c'est un peu comme si en fait les forces, on va dire des forces qui soutiennent l'univers, qui soutiennent les existences, c'est comme si ces forces en fait lui disaient en fait quelque chose aussi par ce tonnerre-là, mais ce quelque chose-là, à ce moment-là précis, il n'était pas en mesure de le comprendre. Ou alors, comme si simplement ces forces-là acquiesçaient. Parce que quelque part, je ne sais pas si vous avez mentionné, si vous l'avez en fait peut-être noté tout à l'heure, c'était dans l'allusion avec la forêt. Parce que la forêt aussi, c'est un lieu, on va dire, symbolique. Hein, très symbolique, notamment quand je prends la culture douala, et puis la majorité des cultures du Cameroun, ce sont des cultures de la forêt. Donc la forêt, c'est vraiment un lieu de grand pouvoir. Hein. On estime en fait que dans la forêt, il y a beaucoup d'énergie. C'est un lieu de grande énergie. Donc je pense que même en Europe, par exemple, on retrouve encore des gens aujourd'hui qui vont enlacer, par exemple, les arbres et ainsi de suite. Donc, qui ont gardé cette notion-là que la forêt est un lieu de grande énergie. Et puis, comme ça, on va dire aussi, ce sont un peu les on va dire les bizarreries ou bien les hasards, les coïncidences de l'époque moderne où on appelle les arbres les essences. Hein. Donc, comme quoi, même dans notre monde contemporain, on a gardé cette idée-là que la forêt aussi est un lieu d'énergie. Mais sauf que lui, il a une vision totalement différente. C'est-à-dire que aussi une jeunesse beaucoup plus rationnelle peut-être. Hein, voilà, c'est une jeunesse peut-être très rationnelle qui peut-être aussi s'est coupée. Peut-être que c'est même, voilà, je sais pas, parce que c'est peut-être comme ça, si en parlant comme ça, que je me rends compte que mais en fait, peut-être que c'était ça finalement le vrai problème. C'est que peut-être que le problème en fait même de l'amant, c'est en fait qu'il s'était coupé. Parce que voilà, je vous promets que moi, j'y avais même pas du tout pensé avant cette seconde-ci. Que peut-être que son vrai problème en fait, c'était que il s'était coupé avec sa culture traditionnelle. Peut-être c'est ça son vrai problème et que peut-être le fait qu'il se retrouve comme cela dans ce cycle de malheur qui produit du malheur même quand on l'aime, parce que là c'est quand même le pire des malheurs, c'est-à-dire que quand en fait quelqu'un vous aime, se dit mais si je reste avec lui, je suis foutu, mais c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, je pense. Hein. Je pense que vous serez quand même d'accord parce que qu'il y ait une raison juste pour laquelle quelqu'un vous quitte, ok, pourquoi pas, ça tout le monde peut l'admettre, mais qu'il n'y ait pas de raison juste, mais qu'il y ait simplement l'intuition, parce que quelqu'un se dit, mais si je reste avec ces personnes, je vais vers de grands malheurs, mais c'est fracassant. Et lui, notre héros, enfin notre amant, il n'arrivera pas à ce constat à la fin que c'est parce qu'il s'est peut-être éloigné de sa culture d'origine, ou alors parce qu'il n'a pas réussi à créer dans peut-être ce qui est sa modernité un pont avec sa culture d'origine.
Mais c'est en parlant en fait comme ça et en regardant en fait ces allusions parce que finalement j'en ai fait quelqu'un de très rationnel, d'absolument rationnel et où en fait par rapport à certains éléments comme ça on va dire de la culture traditionnelle qui peuvent être perçus comme des éléments de communication, c'est-à-dire que qui lancent en fait des messages comme par exemple les arbres lancent aussi peuvent lancer des messages, peuvent dire des choses, peuvent avoir une action dans la vie donc dans la vie ou bien dans le destin des gens, mais il a toujours été hermétique en fait à ces éléments-là. Et c'est vraiment maintenant que je m'en rends compte. Hein. Donc par exemple, quand je lis tout à l'heure par rapport à la forêt, par exemple, je vais juste reprendre ces strophes un peu pour mettre en évidence ce que je viens de découvrir. Comme ça, on va dire peut-être grâce à vous, amis de l'Oasis, hein, ce que je viens de découvrir dans mes écritures, ce qui est vraiment juste hallucinant. Et salut Nicole, et puis bienvenue dans notre oasis. Bon, je dois te dire que le ndolé a déjà été mangé, mais qu'il y a encore la possibilité pour toi de recueillir. Hein. Tu peux toujours couper comme ça un palmier là-bas et puis ben, tu le laisses bien vider sa sève et dans quelques heures tu pourras boire un bon matango. Allez, je te souhaite déjà d'avance une bonne santé. Donc je vais juste relire en fait cette strophe là sur la forêt. Donc ce qu'il pense en fait la forêt. Donc c'est bien le train. Donc on dit pour attraper les seins de la menthe dans le train qui filait désormais dans le ventre de la forêt luxuriante d'un vers qui évoquait pour toi un monde parallèle. D'un vers qui évoquait pour toi un monde parallèle. Donc, et de rien, d'un vers qui évoquait pour toi un monde parallèle. Donc, c'est-à-dire qu'il est bien conscient que on va dire, si on revient au registre donc, que j'ai remis en place par la suite, donc il est bien conscient que dans sa culture traditionnelle, la forêt, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est-à-dire que c'est tout un monde, c'est une organisation, il y a des esprits. On n'entre pas dans la forêt n'importe comment. Par exemple, si les pygmées, ils le savent très bien, et puis ben, voilà. On n'entre pas dans la forêt n'importe comment, il y a des esprits là-dedans. Avant de faire quoi que ce soit, il faut demander, et puis ainsi de suite. Et puis la forêt, c'est un lieu organisé, c'est pas un lieu de désordre. Donc, il a bien conscience de cela. Il sait que ça existe, qu'il y a des gens qui pensent ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il se dit finalement par rapport à ça? Il dit « sur lequel tu n'as jamais voulu jeter une pincée de doute. » Sur lequel tu n'as jamais voulu jeter une pincée de doute. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que peut-être que ça veut dire ici en fait que même c'est-à-dire que douter de quelque chose, c'est déjà reconnaître que cette chose est possible, à mon avis. Hein. Parce que douter de quelque chose, en fait, c'est de la faire entrer dans une sorte de dialectique. Parce que si on doute d'une chose, on la fait entrer dans une sorte de dialectique et on va commencer à l'opposer avec ce qu'on croit exister. Donc forcément, douter de quelque chose, c'est en fait, au final, lui donner une existence, même si c'est pour dire qu'elle n'existe pas. Donc, de refuser même de douter de quelque chose, c'est nier totalement cette chose. C'est-à-dire que je ne te fais même pas entrer, hein, je ne te prends même pas en considération, je ne te fais même pas entrer dans le champ de ma rationalité. Donc, voilà un peu, en fait, on va dire, cette modernité-là de l'amant, qui en fait a évacué totalement, donc tout en étant conscient que oui, dans l'environnement où je vis, il y a des gens qui pensent que la forêt c'est un lieu habité, c'est un lieu régulé, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de savoir, c'est un lieu d'énergie et puis ainsi de suite. Il le sait, mais il ne le prend même pas du tout en considération. C'est-à-dire que pour lui, en fait, ça ne fait que partie du folklore. Ce ne sont même pas du tout des éléments qu'il faut considérer d'une manière quelconque. Ouais. Et c'est dans ce rapport-là, finalement, qu'il l'a. Et il me plaît comme ça, mais c'est juste hallucinant. Et je vais peut-être vous remercier, comme ça, ami de l'Oasis, d'avoir amené mon esprit à réaliser peut-être ce qu'il a fait. Mais où, en fait, je me rends compte que, voilà, c'est finalement c'est peut-être ça la véritable raison, donc, pour laquelle notre amant se retrouve
dans ce cycle de malheur, parce qu'en fait, il n'a pas réussi, ou il n'a pas pu, ou il n'a pas été en mesure de pouvoir établir un pont avec qui il est. Parce que finalement, quand on parle en fait de tradition, il faut aussi bien comprendre les choses, hein. C'est en fait simplement d'établir le lien avec qui on est vraiment. C'est-à-dire d'établir le lien avec nos, on va dire, nos racines, nos ancrages. C'est-à-dire que les choses, en fait, que nous avons reçues dans le temps, que nous avons reçues de par le passé, et qui font de nous ce que nous sommes, malgré tout ce qu'on peut finalement dire, malgré tous les rejets que l'on peut vouloir éprouver. Et c'est en fait ce chemin-là, finalement, que notre héros, notre amant, n'a pas fait, et qui, même dans le cadre d'une relation où il est finalement très amoureux, conduit quand même à un échec. Voilà. Donc, je me suis fait un plaisir, cher ami de l'Oasis, de vous faire cette entrée, comme ça, cette entrée, cet aperçu de ce poème Fleuve, les saints de la menthe. Voilà, donc les saints de la menthe, donc qui raconte, dire voilà, donc qui raconte une histoire amoureuse impossible entre, on va dire, pour simplifier, un homme et une femme. Et cette histoire amoureuse, en fait, elle est impossible pour une raison, finalement, qui semble être beaucoup plus claire, on va dire, dans mon esprit, après la rédaction de ce poème Fleuve. Donc, il me semble, en fait, être beaucoup plus clair, qui est, en fait, à savoir que, comme l'amant s'était coupé totalement, on va dire, de sa tradition, comme l'amant n'a pas été en mesure, à partir de la modernité dans laquelle il se trouvait, d'établir des ponts avec sa tradition, c'est-à-dire que de connaître finalement qui il était lui-même, cela a certainement eu une conséquence néfaste dans sa capacité même à s'aimer lui-même et à aimer les autres, ce qui a été perçu par l'amante et qui l'a amené à partir. Donc, je ne sais pas si on appelle ça une invitation ou bien si je peux, voilà, je ne sais pas si je peux me permettre peut-être d'inviter ou bien de vous proposer quelque chose, mais en fait qui serait de dire finalement que, et je pense que sincèrement ça résonne même encore beaucoup plus, hein, à mon avis, parce que si même on regarde par exemple, ne serait-ce que hein, le Cameroun, par exemple, c'est un pays qui est quand même très cruel, hein, quelque part. C'est un pays qui est très cruel. Et je pense que le manque peut-être d'amour, parce qu'on le chante, on l'entend chanter tout le temps, il faut s'aimer, il faut truc, il faut ton frère et tout, mais c'est un pays cruel, c'est-à-dire que ton frère te bouffe et puis ainsi de suite, quoi, on s'en fout, donc il n'y a pas de sentiment, il faut survivre, quoi, voilà, point barre. Et je pense que le fait de s'être coupé de notre histoire, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de vouloir dire que il faut retourner, par exemple, au temps passé, c'est pas ça que ça veut dire. Et ce que je veux juste dire, en fait, c'est que l'histoire, elle est là, et chacun, en fait, voilà, c'est véritablement ça, Nicole, c'est vraiment la crise identitaire. C'est-à-dire que je pense que c'est... Et je vous remercie encore beaucoup pour ça, parce que je pense que si j'avais pas fait cette émission, j'aurais peut-être réalisé plus tard ce que j'étais en train de faire. Donc, parce que ce poème, c'est juste une histoire moi-même qui me dépasse. C'est-à-dire, c'est vraiment une histoire où j'écris des choses, je sais pas moi, j'avais peut-être 14, 15, 16 ans. Je, je me retrouve en Suisse, j'écris encore certaines choses. Et mon frère qui me dit, ben, on a retrouvé une malle dans laquelle il y a tes affaires. Je lui dis, fais-moi des photos et tout. Puis je commence à reconnaître des choses. Je vais au Cameroun, je retrouve la malle. Puis je retrouve que j'avais déjà écrit le titre du poème. Puis j'avais dit, il fallait que j'écrive un poème de 50 pages. Je me mets à écrire le poème. Et puis il y a plein de choses comme ça qui remontent. Plein de choses qui remontent. Et il y a notamment où je me rends compte que, mais oui, en effet, la véritable chose que notre amant qui explique en fait pourquoi est-ce que même en amour, il est aussi malheureux que ça. C'est simplement, voilà, c'est ce que tu disais, Nicole, c'est une crise identitaire simplement. C'est parce qu'il n'a pas pu ou il n'a pas réussi dans la modernité où il est à établir des liens avec sa tradition pour simplement savoir qui lui-même il était. Donc ce que je veux dire par là, hein, c'est, ça ne veut pas dire que
il faut totalement retourner, par exemple, à une époque passée, et puis voilà, parce que c'est ça nos origines, ainsi de suite. Non. Ça veut simplement, en fait, dire que il y a eu des gens qui sont passés avant nous, et il faut que simplement chacun, dans la mesure du possible et dans la mesure et avec ce qu'il veut en faire, qu'il se saisisse simplement de cette histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait faire comme si ça ne s'est pas passé, parce que même encore aujourd'hui, ça détermine profondément ce qu'on est. Et donc, dans le refus, dans la négation finalement de ce qu'on est, on arrive à un point où on ne peut même pas savoir s'aimer et on ne peut pas pouvoir aimer les autres. Donc, cher ami de l'Oasis, voilà l'histoire, on va dire, époustouflante de ce poème où je découvre au fil du temps tout ce que mon cœur a voulu mettre là-dedans. Je vous remercie vivement de votre attention. Je vous remercie de ces éclairs comme ça d'inspiration que vous avez pu me donner par rapport à la compréhension moi-même de mon propre travail. Et puis, pour nous quitter, voilà, je me propose de vous faire encore comme ça la lecture de quelques extraits. Soudain, il se mit à tomber des cordes, une de ces bourrasques qui commencent sans qu'on s'y attende, et nourrit la terre de songes liquides. L'eau crépitait sa musique sur ton corps, te coulait sur les yeux et brouillait ta vue, mais toi, tu voulais essayer de voir, même si la beauté avait déserté les choses. Sans relâche, ton regard losange était allé à la moisson des formes qui naissent dans l'écume des matins clairs et meurent sur la péroraison des coqs de basse-cour. Mais elles avaient perdu les formes, la précision attrayante de leurs contours, la limpidité de la chair vernie des songes, qu'un ongle malicieux gratte sans égard. Maudits soient les seins de la menthe, dont le lait t'a comblé de vanité, et des poisons doux de cette folie douce qui brûle comme en enfer ton corps sur terre. Voilà. Merci encore, cher ami, d'avoir passé ce moment agréable, j'espère aussi pour vous, dans notre oasis. Les brebis sont là, moi je m'en vais, mais je vous dis, continuez, continuez, continuez à chercher les voies de récréation dans ce désert monde qui nous environne, car oui, je vous le dis, il existe des espaces où l'esprit enfin peut se sentir lui-même, où l'esprit enfin peut recueillir le sel de la vie et s'en réjouir. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir.